non, c'est pas une légende puisque c'est vrai. Alors, c'est vrai, ça s'est passé le vendredi 13 voilà. octobre, mais est-ce qu'il y a un rapport? Parce que nous, on dit toujours, lui, le vendredi 13, ça porte malheur. Oui, mais enfin, Bon, bon. je sais pas pourquoi d'où ça sort, parce qu'il y a des jeudis 13, il y a des, il y faut a, pas il y a être des très à mercredis table. 13, voilà, je sais pas. Faut pas être très à table parce que le Christ, il avait ses 12 apôtres, etc. Moi, Non, mais le vendredi. les pourquoi le vendredi? superstitions. Ah non, parce que c'est vrai, c'est arrivé. Ça, c'est arrivé à vendredi 13. Oui, ça c'est sûr. Donc c'est quand même bizarre qu'on ait gardé le vendredi. Parce que qu'est-ce qui nous fait peur le vendredi 13? Pourquoi on n'a pas peur du jeudi 13? Ah non, du au dimanche contraire, 13, du lundi 13? il y a des gens qui jouent au loto le vendredi 13. Ah oui, c'est devenu un. Non, ça fait partie des domaines D'accord. un peu amusants. Alors, on me dit, d'après vous, qu'est-ce que les Templiers ou l'Ordre de Sion ont découvert? Avez-vous une théorie? C'est le Ronin qui nous dit. Bah, c'est un peu déjà ce que Voilà, je que tu as répondais expliqué, tout mais à c'est-à-dire l'heure, des oui. secrets, mais d'une haute, vraiment, voilà, des grands secrets. Tous les, certainement, parce qu'on ne sait pas tout encore, de ce que, on peut imaginer qu'ils avaient, voilà, découvert, effectivement, Je vais vous dire, des technologies avancées par rapport à l'époque, mais... Quand Newton, qui figure parmi les notonniers de l'ordre de Sion, quand Newton a dévoilé sa théorie sur la gravitation, il a dit, je n'ai plus la phrase exacte en tête, mais il a dit quelque chose du genre j'ai pas de mérite parce que j'ai voyagé sur les épaules de géants. Newton, tout le monde sait aujourd'hui, enfin, parce qu'on n'en a jamais parlé jusque dans les années, jusqu'il y a 10-20 ans, tout le monde sait aujourd'hui enfin qu'il était alchimiste. Il était alchimiste, Bon, oui. mais il n'était pas que alchimiste, il était aussi notonnier, grand maître de l'ordre de Montsion. Enfin, donc il avait accès à un certain nombre de choses, dont les archives dont je parlais tout à l'heure. Peut-être que après l'épisode orléanais où Jeanne d'Arc est venue arrêter tout, ces archives ont dû déménager ailleurs. Malheureusement, étant donné que c'est un ordre super secret, on ne sait pas où c'est parti. Probablement en Angleterre, mais beaucoup plus tard. Oh. Peut-être à l'époque, mais peut-être. Mais tu me fais mal au cœur. C'est parti chez les Anglais. Peut-être à l'époque où effectivement on a décidé de passer du méridien de Paris à celui de Greenwich. Ça s'est joué au 19e siècle, ça en plus. Oui. C'est pas vieux. C'est pas vieux cette affaire, hein. Mais il se trouve que dans le même temps, au début du 20e, tu as des gens qui sont quelqu'un comme Jean Cocteau, qui est donné comme les derniers grands maîtres connus de l'ordre de Sion. C'est lui qui a été décoré l'église templière de Londres. Oui. Bon, il y a des trucs comme ça qu'on sait. Et il paraît-il même qu'il a respecté des oui, nombres d'or, oui. Il y a une géométrie incroyable dans sa fresque, tout est... Voilà, les gens ont calculé, ils ont vu qu'il avait, voilà, il y avait toute une géométrie, etc. Bon, on ne peut pas tout fouiller, tout savoir, tout comprendre, c'est trop confus. C'est vaste. Mais bon, il y a quand même beaucoup de points qui se confortent les uns les autres, quoi. Alors, on me dit, que pensez-vous de la thèse de l'historienne Marion Sigaud qui appuie que l'Inquisition médiévale n'existait pas en Angleterre et que Jeanne d'Arc n'a pas été brûlée, mais remariée par la duchesse du Luxembourg au chevalier Robert des Armoises. Bon, bah ça... exactement. Voilà, moi je suis un petit peu quoi. Je dirais, je vais même beaucoup plus loin que ça, parce que il faut regarder un petit peu l'histoire de Claude Jeanne des Armoises, qui donc a vécu avec son mari jusqu'à l'âge de 42 ou 43 ans, et qui est morte juste, comme par hasard, l'année précédente, c'est l'ouverture de son procès en révision. Elle est morte, puis pouf, on a ouvert le procès en révision. On attendait ça, quoi, en gros. Hein. Bon, quand elle est morte, elle s'est fait enterrer, enfin, on l'a enterrée dans une église qu'elle avait fait restaurer, qui s'appelait, c'est dans l'église du petit village de Puligny-sur-Madon. Oui. Et dans cette... on nous le dit, la chapelle de Puligny-sur-Madon, voilà, côté de son mari, en 1449. Voilà. Et jusqu'au début, jusqu'à la fin du 19e siècle, il y avait dans cette église une plaque qui disait « Sigil, Jeanne des Armoises,
puis celle de France, etc. Enfin, je n'ai pas tous les termes en tête, mais on les trouve. Ceci jusque la fin du 19e siècle, de 1890, 95, par là. Et puis, il faut se souvenir que l'Église a sanctifié Jeanne d'Arc, elle en a fait une sainte, seulement en 1905. En 1920, pardon. En 1920, elle l'a béatifiée en 1905 ou 1909, je ne sais plus. Et donc elle était, comme on dit, bien heureuse. Et sanctifiée, c'est-à-dire qu'on a fait une sainte seulement en 1920. Or, pour procéder pour déclarer quelqu'un saint, il faut un long procès qu'on appelle le procès en béatification, etc. Il y a des gens qui défendent en apportant des miracles, d'autres qui défendent le contraire, ce qu'on appelle l'avocat du diable. Et bon, c'est toute une cérémonie, tout un truc assez marrant. Et ça dure facilement 20 ans. Oui, c'est ça. Or si on rapproche cette date-là avec ce qui se passe à Puligny-sur-Badon, on s'aperçoit que avant la fin du 19e siècle, mais dans les toutes dernières années, la fameuse plaque disparaît. Hop, il n'y a plus de Jeanne des Armoises dans l'église. On ne sait plus où elle est. Ah bah non, il y a une tombe là, voilà, s'il y a une plaque, ah ben il n'y a plus. Bon, d'accord. Jeanne est déclarée sainte, l'histoire continue. Et puis, en 2001... Ça n'y a pas longtemps là par rapport à tout ce qu'on vient de traverser. Et puis en 2001, en la basilique de Cléry-Saint-André, sur les bords de Loire, il y a un gars qui porte un nom russe, je ne me souviens plus, un professeur, qui est autorisé à ouvrir des tombeaux qui sont dans la basilique pour faire de la reconstitution faciale. C'est un spécialiste voilà. Et donc on l'autorise à ouvrir le tombeau de Jean Dunois, le fils illégitime, demi-frère de Jeanne d'Arc, je dirais. Le fils illégitime de Louis d'Orléans avec Henriette de je ne sais plus quoi, mais qui était quand même pas n'importe qui. Je veux dire, lui aussi, c'était un bâtard, mais élevé comme un prince et qui est devenu connétable de France. C'était un compagnon de Jeanne d'Arc, c'était quelqu'un de très haut niveau. Et donc, il a été inhumé dans cette basilique de Cléry-Saint-André. Il y a quelqu'un d'autre important aussi, c'est Louis XI, qui est enterré là. Il y a un superbe tombeau en marbre. Et donc, quand ce fameux professeur au nom russe, qui m'échappe, a fait ouvrir les caveaux, eh ben, on a trouvé le corps d'une femme qui n'avait rien à y faire. Et c'est très bizarre. De Jean Dunois, là. C'est en 2001. En 2001. En 2001. Oui. Et ce qui est très bizarre, c'est que c'est une femme, si on fait l'expertise de son bassin, c'est une femme qui avait l'habitude de monter à cheval, et si on se fie à ses mains, elle a des mains de mec, très puissantes. Donc elle tenait voilà. Elle Mais on ne sait pas qui c'est. La seule chose qu'on sait, c'est que le dernier inventaire qui avait été fait de ces tombeaux date de Napoléon III. Et à l'époque de Napoléon III, il n'y avait pas un corps supplémentaire. Mais Napoléon III, c'est 1870. Oui, à peu près, oui. Voilà. Puligny, le corps de Jeanne des Armoises disparaît en 1890, par là. Jeanne est déclarée sainte en 1920. Pouf, pouf.
plus de... C'est quoi? C'est-à-dire qu'ils auraient fait quoi? Disparaître le corps, sachant qu'on ils auraient... Non, ils l'ont mis avec les membres de sa famille, Ah. Donc, en toute discrétion. d'accord. Ouais. Oui. Alors moi, je voudrais, s'il y a un ministre de la Culture qui m'entend, je voudrais bien que l'on puisse faire expertiser l'ADN de ce fameux corps de femme. On pourrait savoir si Jeanne d'Arc. On pourrait savoir aujourd'hui. Pourquoi on a de l'ADN de Jeanne d'Arc? On a de l'ADN de Jeanne d'Arc. Non. Oui, monsieur, on Mais a de l'ADN de Jeanne comment d'Arc, on a de puisqu'on l'ADN? a un cheveu dans un seau, sur une de ses lettres. Et même si on n'en avait pas, je veux dire que c'est pas bien difficile de trouver de l'ADN de la famille royale et puis de faire des comparaisons. On voit si tout de suite il y a cousine ou s'il y a les... D'accord. Ah, donc on a quand même quand même un cheveu de Jeanne d'Arc qu'elle avait mis C'est dans c'est la seule chose qui reste parce que, à la suite du bûcher de Rouen, on a non seulement, chose exceptionnelle dans l'histoire, on a bien fait brûler une femme, on a fait écarter les cendres pour bien faire constater au public que c'était bien une femme, alors qu'elle était méconnaissable évidemment, mais que c'était bien une femme, quoi, elle n'avait pas de... Tu vois, hein, et une fois qu'il a été reconnu et grillé complètement, on a encore fait calciner les restes avant de les jeter en scène. Ça veut dire qu'il ne devait rien rester du tout. La seule chose qui reste, c'est effectivement un cheveu dans un seau au bas d'une lettre. Si on veut, on peut. Extraordinaire. Mais qui voudra? On me dit bonsoir Jacques. Connaissez-vous la thèse de Pierre d'Ortiguet qui, selon lui, l'histoire n'est pas celle que l'on peut lire dans les archives ou livres, car les derniers seraient écrits dans une autre époque et tronqués d'après lui. C'est Rénuit qui demande ça. Effectivement, il parle de la thèse du récentisme, qui voudrait qu'il y ait une partie de l'histoire qui saute. Ouais, toi, non, tu ça, ne fais pas du tout à pas ça. du tout. Non, non. Voilà, au moins, c'est clair. Non. On me dit l'histoire, comment dire, est-ce que les Périos, les descendants de Jésus, je sais pas, c'est quoi les Périos? Non, C'est des gens qui sont... qui vivent dans une ethnie, c'est quoi? Non, oui, c'est une famille, d'accord. qui vit dans le Midi. Et ils sont Il des y a un descendants de château de Jésus. Périos, bon, peut-être, j'en sais rien, je ne peux pas faire la généalogie. D'accord. Alors, on me dit, bonsoir Monsieur Minier, l'histoire de Notre-Dame de Sion, l'ordre de Sion, le prieuré de Sion, etc., se confond-elle avec celle du judaïsme? Ah non, alors rien à voir. Rien à voir. L'ordre de Notre-Dame du Mont-Sion a été fondé en 1099 par Godefroy le Bouillon à Jérusalem au moment des croisades. Mais il a été fondé à partir d'un ordre préexistant qui était essentiellement de règles, comment ça s'appelle, enfin c'était des moines qui étaient là et qui gardaient les choses. Mais ça n'a absolument rien à voir avec le sionisme qui est purement, je dirais, quelque chose d'inventé par un certain nombre de rabbins au moment où ils ont écrit le Talmud, qui n'a rien à voir avec la Torah. Et ça n'a rien à voir non plus avec les protocoles des sages de Sion, qui est une vaste fumisterie de la fin du XIXe siècle, pas plus qu'avec le prieuré de Sion de Plantard, qui, là aussi, est une imposture, dans la mesure où ce n'est simplement une association loi 1901, immatriculée en 1963 à Annemasse. Voilà. Ça n'a rien à voir. La seule réalité, la seule chose authentique, c'est l'ordre de Notre-Dame du Mont-Sion, qui, un peu plus tard, a changé de nom pour s'appeler Sion-Ormus, vers 1888. Voilà. Et depuis, on ne sait pas si... Comme ça a toujours été un ordre très secret, on ne sait pas
vraiment quel nom il a pu prendre. Ok. Alors, on me demande, Guillaume Tell a-t-il combattu aux côtés de Jeanne d'Arc? Non. Non, Non, Guillaume Tell, c'est un héros suisse, helvétique. voilà. C'est Ah, pas- mais vu que tout est mêlé, ce qu'on a, Ouais, non, on non. aurait pu y penser. Alors, on me dit l'invité remet en question l'historicité des faits concernant Jeanne d'Arc en remettant en cause la probité des écrits majoritaires qui relatent son vécu. Pourtant, il se réfère à d'autres. La probité. Pourtant, il se réfère à d'autres en les encensant. N'y a-t-il pas un parti pris idéologique dans cette démarche? Non, c'est juste de la curiosité. Tout ce qui est dogmatique me révulse. Voilà. Alors, à présent, moi, je propose une hypothèse. On y adhère ou on n'y adhère pas. C'est mon explication et elle est appuyée sur des éléments. C'est ma conclusion. Voilà, on n'est pas obligé de la suivre. Vous pouvez croire tout ce qu'on vous dit par ailleurs, c'est votre problème. Alors, on me dit, vous n'avez parlé qu'une seule fois du personnage très important, Yolande d'Aragon, conseillère du roi de France. Ce serait elle qui a construit la légende de Jeanne d'Arc en arrangeant le financement de son armée, notamment, surtout en forçant le roi à croire au dire de la pucelle. En parlez-vous dans le livre? Oui, je parle de Yolande, mais c'est pas pour moi le personnage principal. Le personnage principal, c'est son fils René d'Anjou, René d'Anjou. qui à l'époque est encore très jeune, mais bon, il y a des tuteurs autour de lui, notamment un de ses oncles. Mais c'est quand même lui qui va rester notonnier, c'est-à-dire grand maître de Sion, pendant 60 ans, jusqu'en 1480 ou 81. Et on peut penser, enfin moi je suis convaincu que c'est lui qui aura initié Christophe Colomb, par exemple, au secret géostratégique dont je parlais tout à l'heure. Alors, encore une chose, on me dit, et si Jeanne d'Arc a eu une descendance? Et après, Oui, elle en a eu. oui. Enfin, Jeanne des Armoises en a Jeanne eu. des Armoises, on l'a Oui, vu. oui, oui. Donc on pourrait remonter à des ancêtres de Jeanne d'Arc. Alors, bon, dans le bouquin, je fais état d'un certain nombre de choses. Il y a des choses vraies, parce que effectivement, j'ai suivi un peu la descendance pendant un certain temps, et puis ensuite, il y a des choses fausses qui sont liées au roman contemporain. Donc, mais elle a effectivement eu Il y a eu des descendants. des descendants, et dont probablement certains qui sont partis, ont immigré en Allemagne, aux États-Unis, enfin, au moment des guerres de religion plus tard. Parce qu'après, justement, ça semble bien avec il y a une deuxième question pour Gaspard. Il me dit aussi quel rapport avec Kennedy de Gaulle? Parce Parce qu'il y avait un chevalier de Kennedy, de Kennedy et un chevalier de Gaulle, de Gaulle qui ont participé, au siège d'Orléans. Voilà. Absolument. Il y avait même deux Kennedy. De Kennedy. Et on Ouais. peut dire que ces Kennedy-là, ils sont liés avec Claude Kennedy ou c'est dur à savoir? C'est vrai que sur 6 quasiment siècles, impossible. c'est quasiment impossible. C'est quasiment impossible. Les de Gaulle, oui, on le sait. Ah, les De Gaulle sont liés? Oui. Oui. Ça, par contre, c'est assez énorme. Ah oui. Les De Gaulle sont liés Ah oui. aux De Gaulle. Oui. Voilà, bon, ça Les rajoute... Kennedy, je n'oserais pas dire que c'est... Ouais. Bon, j'ai supposé que c'était la même famille, mais il y a effectivement deux Kennedy. Ça, c'est vrai. D'accord. Alors, on nous dit aussi, si Jeanne la Pucelle d'Orléans était bien une descendante du Christ, a-t-elle eu elle-même des descendants? Bon, Oui, ça, on a répondu oui. oui. Avons-nous des hypothèses sur un possible descendant du Christ vivant au jour d'aujourd'hui? S'il y en a, elles sont super secrètes, on ne sait pas qui, et à mon avis, le Vatican y a fait la chasse. Ah, parce que le Vatican, quoi, ça l'est né Il ne peut devrait pas la y avoir. protéger. Pourquoi il peut Bien pas sûr que non, il ne peut pas y en avoir, parce que. Quoi, il ferait de est la censé concurrence, pas c'est avoir quoi été marié. Ah, oui, le mensonge. Ah, bah oui. Et c'est tout. Donc l'Église, elle aurait tout intérêt à cacher ce serait un énorme mensonge, énorme. Oui. Elle aurait intérêt à tout faire pour qu'on oublie et qu'on sache pas qu'il y a un lien avec... Eh oui. Ouais, ce serait cohérent. Ouais. Alors, on me dit, après tous ces arguments, une question me vient à l'esprit, enfin plusieurs. Qui de nos jours est de la lignée de Jésus? À commencer à cette époque, les bâtards étaient mal vus entre Jésus jusqu'à Clovis. Les bâtards
peuvent être multiples, donc au final, contamination du peuple. Peut-être que je suis un arrière-petit-fils d'un autre, Allez final, pour finir dans une sainte lignée, si on peut dire. Allez Mais savoir. il faut bien quand même rappeler quelques éléments, parce qu'il y a quand même des éléments assez troublants. C'est que la famille des Mérovingiens, justement, ce Clovis, il est reconnu tout de suite. Comme, Oui. Et cette famille était très particulière. D'ailleurs, la France, c'est la fille de l'Église. Le roi français se fait appeler le roi très chrétien, c'est ça? C'est son nom. Voilà, le roi très chrétien, c'est le roi de France. Donc, il y a quand même une relation très particulière entre la France, l'Église et la création même de la France, puisque la France, c'est au départ le mariage avec Clotilde, et puis ils font le serment, etc., devant l'évêque. Enfin, il y a quand même une union, la France, il y a quelque chose derrière. Et là, moi, j'ai le sentiment de faire un lien avec tout ça, me dire peut-être bien qu'il y a... Mais il y a des choses qui sont encore plus étonnantes. Enfin, si on y réfléchit, on se dit, mais pourquoi ceci, pourquoi cela? Dans les années 90, le pape précédent, c'était Jean-Paul II. Jean-Paul II, est venu en France célébrer le 1500e anniversaire comment ça s'appelle, le fait que la France soit la fille aînée de l'Église, quoi. Bon. Et il est venu célébrer ça à plusieurs endroits en France. Il est venu à Tours, où effectivement on peut trouver la trace de Clovis, qui était venu se convertir sur le tombeau de Saint-Martin. Il est allé, je ne sais plus où, dans le nord aussi, en Reims, je crois. C'est pas dans le nord, mais... Ouais. Et il est allé à un troisième endroit où il a fait une grand-messe digne d'un concert rock. C'est en Bretagne, à Sainte-Anne-d'Auray. Pourquoi à Sainte-Anne-d'Auray? On se demande. Bah ouais, ça dit rien, comme ça, c'est pas très... C'est très bizarre. Ouais. La seule fois où ce petit patelin est entré dans l'histoire, ça a été, bon, un hasard sans doute, à propos d'une petite guéguerre qu'avait menée du Guesclin contre... ouais, mais enfin, bon, c'était pas... À mon avis, ça n'avait pas... C'était pas très symbolique, c'était pas une grande importance. Et puis voilà, c'est tout. Autrement, on voit pas, c'est une ville qui n'a pas laissé de traces dans l'histoire ni rien, sauf que c'était le point final depuis le temps des Celtes, c'était le terminus d'un pèlerinage. Un pèlerinage à qui? Un pèlerinage à Sainte-Anne, tu vas me dire. Ouais. Ben non. Dans des Celtes, il n'y avait pas de Sainte-Anne. Bah oui, c'était un pèlerinage à Dana. À la tribu de Dana, cette fameuse... À la déesse. La déesse Dana. Ouais. Dana. Et oui. Or, entre Dana et Anne, Dana, voilà, il y a... Alors, je ne sais pas, moi, je me dis que la grand-mère de Jésus s'appelait Anne. Ah oui? Et oui. Elle était très probablement celte. Est-ce qu'elle venait de Sainte-Anne-d'Auray? J'en sais rien. Mais, bon, c'est une hypothèse. Ce serait incroyable, ces origines celtes. Donc cette communauté celte qui vit en Palestine, c'est pas connu du tout. Ça, mais pourquoi ce serait... Mais c'est pas connu, mais je veux dire, des Celtes qui sont allés... Oui, des Celtes, on sait qu'ils se sont baladés un peu partout. Ils sont allés avec Alexandre le Grand jusqu'en Inde. Jusqu'en Inde, ouais. Et ils sont installés en Moyen-Orient. Il y a quand je parlais tout à l'heure des Gaulonites, c'est-à-dire des descendants de Gaulois, il y en avait. Il n'y a pas de problème pour ça, c'est attesté. Après, bon, on fait les déductions qu'on veut, mais... Ouais, c'est assez incroyable. Alors, on me dit quoi encore? Les Templiers ont-ils posé des prémices d'une construction européenne souhaitée par les Francs-Maçons actuellement? T'as un petit peu répondu tout à l'heure, je n'avais pas vu la question. Oui et non, telle que la question est posée, je ne sais pas.
Bah, ils disent qu'ils ont posé les prémices d'une construction européenne. Tout à l'heure, Oui, ce que tu disais, tu évoquais oui, un peu ce côté un oui. peu Alors, est-ce que c'est internationaliste. souhaité par les francs-macs? Souhaité par les Ça- francs-macs actuellement. Ça, je ne peux pas m'avancer là-dessus. Oh, Parce que, c'est conspirationniste premier degré, hein, c'est normal. ouais, Là, c'est tout à fait normal. Hein, Moi, moi, Gilgamesh, non, c'est Gilgamesh. je connais quelques francs-macs comme ça, je pense, j'ai pas vraiment l'impression. Bon, oui, c'est vrai qu'il y en a qui sont Oh, ils sont plutôt européens. européistes quand même. Oui, ils sont européens. Bon, pour ma part, je trouve que ça serait pas mal non plus, mais bon, pas n'importe quelle condition non plus, quoi. Parce qu'on a tendance à mélanger un peu la franc-maçonnerie, les Illuminati, Ah, bah, ils sont mal vus, hein, les ici. Illuminati, la Commission européenne et tout ça. Je veux dire, là, je me fie beaucoup, moi, là, je prenne des cas de fer, parce que les francs-macs, j'en connais, c'est pour la plupart des gens très bien. Je ne dis pas qu'il n'y a pas quelques affairistes dans le tas. Les Illuminati, à mon avis, c'est à tout autre niveau, ça n'a plus rien à voir. Et quant à la Commission européenne, bah, faudrait déjà qu'on commence par élire ces gens-là, parce que effectivement, ils sont nommés depuis Washington. Là, bon, Ah, on va pas s'en sortir. bon, c'est plus tellement, je veux dire, on n'a plus rien à voir avec les Templiers, quoi. On me dit, je voudrais savoir s'il y a une relation entre la Vierge Noire et le culte de la Trinité d'Isis qui était pratiqué Ah, avant oui. le christianisme en France. Ah, ça c'est clair, à mon avis, Ainsi oui. que les origines noires de Jésus. Égypte, entre parenthèses. C'est Vic qui nous dit ça. Ah, Jésus était noir et français. Ça va plaire à Moïse. Non, non, faut peut-être rectifier. Les origines, Noir de Jésus. les origines des pharaons sont effectivement noires. Ils venaient du Soudan, effectivement, les premiers pharaons sont noirs. Mais au moins depuis les Ptolémées, c'est-à-dire après Alexandre le Grand, Alexandre le Grand sont des Grecs. ce sont les Grecs. Et donc des Celtes. Hein. Si Jésus a du sang noir, il en a peut-être quelques gouttes, mais C'est un métis, quoi, plutôt. je vais pas dire autant que toi, je t'en ai quand même un peu plus, mais Jésus a métis franco-gabonais. sans Ça, doute, c'est du scoop. sans doute autant que moi. Je veux dire, peut-être, j'en sais rien. Alors, on me dit encore, que pense Jacques des travaux de Marion Sigaud sur l'histoire de France? Bon, il y a des mecs qui connaissent que Marion, Ouais, l'histoire de France. Non. Tu connais pas ces travaux? Si, quoi, bah, si, un petit je peu quand même, je tiens. connais le nom, mais donc je ne vais pas me D'accord. prononcer là-dessus parce que ça fait trop polémique, ça. D'accord. Alors, on me dit, qu'a-t-il pensé des livres de Dan Brown? Qu'il cite beaucoup. Alors, les gens n'ont pas compris, c'est que tu cites pas les livres de Dan Brown. Si, Bon, j'en parle dans le bouquin. un petit peu, ouais, mais Oui, oui. c'est pas ce que tu as raconté, c'est pas Dan Brown. C'est-à-dire que Ah Dan non, Brown. Alors, ça n'a justement, rien à voir. mais par contre, en revanche, ça vaut le coup de faire un Je petit vais- focus je sur Dan prolonge Brown. beaucoup vite plus fait. loin. Voilà. Parce que Dan Brown, en fait, c'est quelqu'un qui s'inspire beaucoup, justement, on va dire presque d'un substrat très réel, très historique. oui. Bon, et qui nous, évidemment, il nous romance, il nous hollywoodise un peu Oui, tout ça par oui. derrière. Oui. Mais le substrat, il est là. Oui, Il est oui. là, le Dan Ah non, Brown. mais quand même. il s'est inspiré de choses intéressantes, mais il n'a pas fait recherche vraiment fouillée pour appuyer son truc. C'était un roman, point. Voilà. Moi, c'est un roman et un peu plus. Voilà. Voilà. Toi, tu vas beaucoup plus loin dans le travail de recherche. Finalement, presque Dan Non, en Brown, fait, je l'ai il présenté. devrait collaborer, vous allez nous faire un... Non, mais le retour. Moi, je l'ai présenté comme un roman. Pourquoi? Parce que je ne me voyais vraiment pas faire une thèse chiante, vraiment un truc. Et puis en plus, j'aurais jamais trouvé un directeur de thèse pour ça, toi. Donc, non, c'est roman. Comme ça, chacun prend ce qu'il veut. Mais ça n'est pas que un roman. Voilà, c'est ce qu'il faut savoir. Alors, on me dit quoi encore? Que pensez-vous de la série sur Jeanne d'Arc par Monsieur Guillemin? Monsieur Guillemin. Oui, je ne sais pas si tu connais Henri Guillemin, c'est lui qui fait qui faisait des émissions historiques. Il a fait un long passage sur Jeanne d'Arc, effectivement, une longue émission Oui, sur j'ai dû Jeanne voir une d'Arc. vidéo là-dessus. Ouais. Ouais. Tu n'as pas dû être très Non, convaincu, non, j'imagine. pas du tout. Pas du tout. Non. Ouais. Oui, c'est sûr que Non. c'est pas très, très, très convaincant par rapport à tout ce que tu nous as dit là. On me dit encore, d'après Monsieur Minier, d'après certains, la signature de Christophe Colomb prouve qu'il aurait été grand maître de l'ordre du Temple, voire qu'il aurait été
le vrai grand maître, et donc tous les Templiers seraient mêlés à la découverte de l'Amérique qui devenir peu à peu la nouvelle terre Ah de non, Sion. je sais pas où est-ce qu'il a vu ça. Je cette sais pas, c'est personne, mais, Cam qui nous dit ça. non. Je pense que effectivement Christophe Colomb a bénéficié d'un enseignement qu'il a pu trouver auprès des Templiers ou Mais il n'était pas grand maître lui-même, Mais toi tu doutes de ça, tu dis non, bon, on va savoir, ouais, peut-être. ouais. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il était en rapport avec le temple, oui, et pas seulement, parce que on parlait tout à l'heure de René d'Anjou. Il faut savoir qu'avant même de partir chercher les Indes vers l'ouest, Christophe Colomb avait déjà rempli, c'était un marin authentique, il avait rempli déjà une mission qui lui avait été confiée quelques années avant, où il devait aller délivrer une galère qui avait été capturée par les Barbaresques et qui se trouvait dans le port d'Alger. Et cette mission de récupération lui avait été commandée par René d'Anjou. Encore. René d'Anjou, qui à ce moment-là, qui était toujours, puisqu'il est mort en 1480 ou 81, il était toujours grand maître de Sion, et entre-temps, il était devenu également roi d'Aragon. Voilà. Et il a donc confié une mission comme ça à Christophe Colomb. Donc ça veut dire que Christophe Colomb a bien connu René d'Anjou, et très certainement, il a bénéficié d'un certain nombre de savoirs. De savoir, de connaissances, voilà. Effectivement. Eh bien, je regarde s'il y a encore des questions, parce qu'on arrive à la fin, là, et on ne s'en est même pas aperçu. Voilà. Bon, ben, on est déjà qui partent, qui me disent bonne nuit. On leur dit bonne nuit. Qu'est-ce qu'on me dit encore? Voilà, quelle preuve a-t-on que Jésus a engendré? Ça c'est. Oh bah oui. Ça c'est presque les débats théologiques. Bah, quelle preuve a-t-on seulement qu'il a existé? Personne n'en a. Alors, à commencer par là. Voilà, on m'a dit, il l'a déjà dit ça, mais il est obligé de se répéter parce que vous avez posé des questions qui se répétaient, mon cher Age. Voilà, donc en tout cas, Jacques, merci. Voilà, tu vois, on me dit, invité très intéressant. Merci. Merci. En tout cas, merci. Voilà, là, pour une fois, là, c'est bon, le son, pas de problème cette fois. Bon, tout est ok, on est parfait. Voilà, on a rattrapé le coup de l'autre fois avec le son foireux. Au moins, là, le son va être propre. Ceux qui pourront voir cette vidéo, il y aura un son propre. Et ne vous oubliez pas, toujours ton livre. Alors, comment on fait pour se le procurer, toujours? Sur Amazon ou sur mon site diamélite.net. Voilà. Donc, le livre, Jeanne d'Arcadie. Vous tapez Jeanne d'Arcadie et Jacques Munier. Vous risquez de le retrouver. Oui, c'est pas merci à la régie, merci à tous les métanautes connectés, Gaspard, Fab Geffray, Saruman, Métaphys, Draft, Gilgamesh, Psychoquack, Attila, Nasra la Pendragon, Sneakers, RNI, Loki, voilà, Psychoquack, bien sûr, voilà. Et Gaspard, RNI, La Révolte, Libertad, Papatrol, Sage, voilà, ça c'est nos petits modératrol, je dis petit, ça se trouve les mecs qui sont plus grands que moi. Voilà, en tout cas, merci, voilà, Delta 9, Drat, voilà, et tous ceux qui sont encore connectés. Et on se retrouve demain, normalement, si tout va bien, voilà. Et en attendant, vous savez très bien que si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes la résistance. Ciao, à demain.